vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. C'est au début du mois de novembre 1997 qu'une série d'entretiens pour le moins étranges mène un pédopsychiatre du Maine à contacter les autorités. Son témoignage fait état d'un de ses patients, un enfant, s'étant confié à lui au sujet d'un de ses amis. Le psychiatre soutient que pour les parents et pour lui-même, il s'agissait sans aucun doute d'un ami imaginaire appelé Mr. Smile par le patient qui parlait beaucoup de lui lors de certaines séances. Son nom avait pour origine le fait qu'il souriait tout le temps et que l'ambiance était heureuse en sa présence selon l'enfant, qui disait avoir le sentiment que tout allait bien à ses côtés. Le petit bonhomme était traité pour de sérieux problèmes de colère et de dépression, mais il affirmait que quand son ami était là, toute animosité ou tristesse disparaissait d'un coup. Il racontait que celui-ci ne parlait pas, qu'il se contentait de rester là, debout au pied de son lit. Il sentait la barbe à papa, et le percevoir suffisait à calmer et à rassurer le garçon. Le psychiatre supposa que cet ami imaginaire était une sorte de mécanisme d'adaptation que l'enfant avait développé pour gérer ses problèmes familiaux, source de son tempérament violent. Et il n'y vit rien de grave. Du moins, jusqu'à ce qu'un autre de ses patients, une fille d'à peu près 9 ans, se mette elle aussi à parler de son ami imaginaire, Mr. Smile. Suivi d'un garçon de 7 ans, puis d'un autre de 12 ans, talonné par une fillette de 11 ans. En tout, près de 15 patients différents se mirent à parler de Mr. Smile. Pour les premiers cas, il pensa d'abord à une simple coïncidence. Après tout, beaucoup d'enfants avaient des amis imaginaires, et le nom ainsi que la description du personnage ne sortaient pas suffisamment de l'ordinaire pour qu'il puisse s'alarmer. Néanmoins, quand il réalisa que le nom de Mr. Smile revenait plus régulièrement qu'une simple coïncidence l'aurait permis, le psychiatre commença à s'inquiéter, et demanda davantage de détails aux enfants. Ils décrivirent tous Mr. Smile de la même façon, avec les mêmes mots. Il était impossible que tous aient été en contact les uns avec les autres. 5 d'entre eux, par exemple, étaient scolarisés à la maison, et d'après leurs parents, ne quittaient quasiment jamais celle-ci, à part pour aller faire les courses en leur compagnie. Aucun n'aurait pu répéter ou préparer son témoignage avec les autres. Ce qui mena le psychiatre à une conclusion profondément inquiétante. Il alla voir en privé les parents de chaque enfant, les uns après les autres. Il évita de leur donner trop de détails, mais il les informa que quelque chose de troublant était ressorti de plusieurs entretiens avec divers patients, et qu'il pensait qu'il y avait une chance que leur enfant soit en danger. Il leur demanda l'autorisation d'en parler aux autorités compétentes, et tous les parents acceptèrent, à la seule condition d'être tenus au courant de ce qu'il se passait. Ainsi, au cours des semaines suivantes, la police parla à son tour aux enfants à propos de leur ami. Les agents demandèrent des détails sur son apparence, qu'aucun des patients ne réussit à décrire si ce ne fut son sourire et le fait qu'il n'était pas comme eux. Comment il parvenait à entrer chez eux, s'il disait ou faisait quelque chose quand il était là. À ce stade de l'enquête, le psychiatre, les parents et la police étaient convaincus que Mr. Smile était bien réel et dangereux. Et si les autorités s'étaient assurées qu'il n'y avait aucun prédateur sexuel connu dans les environs, il était clair que Mr. Smile, peu importe son identité, était une vraie personne qui s'introduisait dans les maisons de ses enfants pendant la nuit. Néanmoins, aucun d'entre eux ne put dire comment il parvenait à entrer chez eux. Ils expliquèrent qu'ils se réveillaient et qu'ils le voyaient là, au pied de leur lit. Parfois, il chantait quelque chose, dans une autre langue que l'anglais. Ça ressemblait à une berceuse d'après eux, ça les rassurait. Finalement, les patients furent invités à dessiner Mr. Smile, puisqu'ils n'arrivaient pas à mettre des mots sur son apparence. Chacun prit un crayon rouge et entreprit de colorier toute la feuille, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un rectangle écarlate. Lorsqu'on les interrogea sur leur dessin, ils soutinrent que c'était bien Mr. Smile. On leur demanda où était sa tête, ses bras et ses jambes. Les enfants assurèrent qu'il les avait dessinés. Ils déclarèrent avoir parfaitement reproduit l'homme qui se tenait au pied de leur lit. Et quand on leur dit qu'ils avaient juste colorié la page, sans faire de portrait, ils rentrèrent dans une colère profonde, se sentant accusés d'être des menteurs. Ils affirmaient avoir représenté l'homme qu'ils avaient vu, leur ami. Ne pouvant plus se fier qu'à son intuition à ce stade, le psychiatre décida de montrer à chaque patient un rectangle dessiné de la main d'un autre d'entre eux, leur demandant de lui dire ce qui était illustré. Tous les enfants, sans avoir connaissance de ce que représentait le dessin, ou même de qui l'avait dessiné,
chacun d'entre eux ignorait l'existence des autres, répondirent qu'il s'agissait de Mr. Smile. Des caméras et des babyphones furent placés dans les chambres des patients pour qu'ils puissent être surveillés. Et beaucoup de parents cessèrent tout simplement de dormir, restant éveillés toute la nuit, fixant les écrans pour surveiller leur progéniture. À aucun moment, on ne vit quelqu'un entrer ou sortir des chambres. Aucun son, à part d'occasionnels ronflements ou des paroles prononcées dans leur sommeil, ne fut entendu. Il n'y avait aucune trace de Mr. Smile. Après presque 2 semaines de surveillance, beaucoup commencèrent à douter que Mr. Smile ait un jour existé. Certains psychiatres finirent même par penser que c'était un personnage né d'un délire collectif, que même s'il ne pouvait être actuellement expliqué, il n'avait aucun ancrage dans la réalité. D'autres se mirent à suggérer que le personnage était peut-être basé sur un dessin animé ou une série télévisée que les enfants auraient regardé et qui les influencerait. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux disparaisse. Vers 2h du matin, alors que la mère du petit veillait, la caméra présente dans la chambre s'éteignit brusquement. La femme y courut aussitôt pour s'assurer qu'il allait bien, mais réalisa que la pièce était vide. Elle s'y était pourtant rendue en moins d'1 minute, et il était impossible que celui-ci soit parti, ou se soit fait enlever, sans qu'elle le voie vu le peu de temps qu'elle avait mis pour quitter sa chambre et courir vers celle de son fils. Pourtant, il n'était plus là. Elle déclara avoir senti une odeur de barbe papa dans la chambre. Les recherches pour le petit garçon ne donnaient rien. Personne n'avait vu quoi que ce soit d'étrange ou d'inhabituel autour de la maison, avant ou pendant la nuit de la disparition, et on ne retrouva aucune trace de l'enfant. Moins d'1 semaine plus tard, l'une des filles qui elle aussi avait parlé de Mr. Smile disparut à son tour, suivie d'une autre, puis ce fut l'un des garçons. Un par un, ils se volatilisèrent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 4. Les 4 restants racontèrent comment Mr. Smile et ses amis allaient bientôt les emporter. Lorsqu'on leur demanda qui étaient ses amis, ils parlèrent de l'endroit où vivait l'entité avec les autres hommes qui sourient. Le monde merveilleux, où ils les emmèneraient bientôt. D'après les enfants, il y avait déjà beaucoup de monde là-bas, et tout y était magnifique. Ils affirmèrent le savoir car Mr. Smile leur en avait parlé dans leurs pensées. Ils ne pouvaient pas communiquer comme le font normalement les gens, et leur avait montré des images mentales du lieu où il les emmènerait. Les choses devinrent de plus en plus inquiétantes. Après quelques semaines, les patients commencèrent à se plaindre de maux de tête et de nausées. Leurs écoles respectives rapportèrent qu'ils souffraient d'hallucinations, et 2 enfants se plaignirent qu'ils n'aimaient plus l'endroit que leur montrait Mr. Smile. L'un d'entre eux hurla même pendant presque 1 demi-heure, comme s'il était victime d'une attaque, suppliant que les couleurs s'arrêtent, qu'elles étaient horribles et qu'il fallait qu'elles partent. Un autre assura que Mr. Smile lui parlait dans sa tête à longueur de journée, lui racontant des choses, de terribles choses, des choses dont il ne pouvait pas parler, dont il ne devait pas parler, sinon ses parents aussi y auraient droit. Le psychiatre demanda aux enfants d'écrire ce que Mr. Smile leur disait, leur promettant qu'il ne le montrera à personne. Il réussit à gagner la confiance d'un des garçons, et ce dernier accepta. Le contenu du cahier, où sont retranscrites les paroles de Mr. Smile, n'était connu que de celui-ci, du psychiatre et des autorités. Mais à chaque fois que ces derniers furent interrogés à ce sujet, ils se murèrent dans le silence ou trouvèrent rapidement une excuse pour changer de sujet. Les patients arrêtèrent de dormir. Les vidéos des caméras les montraient assis, droit dans leur lit, les yeux grands ouverts, fixant le mur sans bouger ou émettre de son. L'administration de sédatifs ne changea rien. Une des filles se mit à scarifier sa peau d'étranges marques circulaires, alors que 2 garçons cessèrent en même temps de s'exprimer en anglais. La langue qu'ils parlaient ne fut jamais identifiée, et malgré les nombreuses sollicitations, personne ne put déchiffrer ce qu'ils disaient. Au début des années 99, les 4 enfants disparurent sans laisser de traces. Aucun indice ne fut trouvé sur celui qui les avait enlevés. Les recherches ne menèrent à rien. Aucune indication d'où ils pourraient être, ni même de leur état. Aucun suspect ne fut jamais appréhendé non plus. Aujourd'hui encore, les 4 enfants semblent juste s'être volatilisés, comme les autres avant eux, qui restaient également portés disparus, sans aucune explication.